Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Focus sur le projet pharaonique de la Galaxie des Pierres Levées en Charente-Maritime. Dans la nature creusoise, vue sur les apparitions magiques de Philippe Laurençon et Fanny Soriano. En Gironde, rural chic avec le musée à ciel ouvert Smith-Olafite. Rencontre dans les Landes avec Christophe Doucet, l'homme du bois. Dans la rubrique Lu, l'utopie culturelle de la Bigaille, une bande dessinée de Thibault Lambert. Avec la cabane à plumes dans les Landes, des spectacles XXL pour des villages XXS et c'est notre grand format. Champs libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. À Placet, en Charente-Maritime, a débuté un projet pharaonique. Un peu plus de 350 mégalithes confiés à des sculpteurs venus du monde entier. Découverte d'une utopie en train de devenir réalité. Le champ de mégalithes, c'est le départ de la galaxie. C'est un champ de 360 pierres, 5 pierres mères qui symbolisent les 5 continents, qui sont autour d'une petite agora. Et ce champ de mégalithes raconte les cultures du monde. C'est la suite des lapidiales. Au lapidial, vous voyez des sculptures sur les frontailles, avec pour thème les 4 éléments plus le temps. Et puis maintenant, on y voit aussi des mégalithes à sculpter, et tous les ans, on met en avant une culture. Cette année, on est sur les cultures d'Océanie. J'habite à l'île de Moorea, qui est l'île sœur de Tahiti, qui est juste à côté. J'ai proposé plusieurs projets et il y en a un qui a été retenu, qui est un personnage féminin avec une tête de tiki. Une sorte de personnage déifié entre un homme et un dieu en Polynésie qui a une importance culturelle très forte. Le champ de mégalithes, c'est une œuvre collective. Idéalement, il nous faut des artistes originaires de la culture qu'on présente et qui représentent la tradition. Il nous faut des artistes originaires de cette culture, mais qui ont un regard contemporain sur leur tradition. Et puis des artistes venus d'ailleurs, qu'ils soient français ou d'ailleurs, qui ont leur regard sur cette culture. C'est le mélange des trois qui fait que je pense qu'il y a une approche qui est plus intéressante pour le visiteur, puis pour exprimer ce qu'elle représente. L'Océanie me tient à cœur parce que j'y ai habité 4 ans quand j'étais jeune. Je suis partie sur 2 plongeuses qui vont aller chercher des perles noires dans des bénitiers. Un petit hommage à la langueur polynésienne. Alors donc, voilà ma première pièce qui remonte à 2001 et qui, comme elle est sous les chênes, c'est sacrément bien patiné. Tout le monde n'aime pas ça. Moi, j'aime bien le calcaire qui est dehors. Je trouve que ces blocs en calcaire sont des pièces qui restent dehors. Et j'aime bien l'idée que la nature reprenne ses droits. Le calcaire turonien du Val de Charente, et il y en a beaucoup des carrières dans toute la région. Ici, elle est pas du tout coquillée, elle est très fine, elle se sculpte formidablement. En plus, là, on demande des gros morceaux, elles font 2,30 m de haut par 80, et c'est vraiment la Rolls des pierres à sculpter, hein, franchement. Ce qui est très chouette aussi, c'est cette donnée de travail à la main que le sculpteur a un peu perdu, parce qu'on travaille maintenant beaucoup avec des machines électriques, que ce soit disqueuses, compresseurs. Et peu de sculpteurs ont l'occasion de se retrouver face à un bloc de cette taille-là, à travailler à la main. Donc ça, c'est déjà une très belle aventure en soi.
Galaxie des Pierres Levées, déjà ça m'inspire une certaine fierté de pouvoir participer à ce grand projet qui va se poursuivre pendant des dizaines d'années. C'est un projet magnifique, c'est un grand projet. Ce qui est épatant, c'est que ça réunisse des sculpteurs du monde entier et que ça brasse beaucoup de sculpteurs. À la fin de la saison, au milieu septembre, il en restera encore 291 à sculpter. Rendez-vous en 2064 pour le 500e anniversaire de la mort de Michel-Ange, que j'ai fait là quand même, parce que voilà, il n'y a pas eu plus grand sculpteur que ce type-là. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Des vers intenses, des forêts denses, des paysages lumineux, et puis, si l'on y regarde de plus près, des corps suspendus, comme en lévitation, jaillissant de terre ou d'un arbre. Ce sont les apparitions qu'ont imaginées la chorégraphe et circassienne Fanny Soriano et le photographe Philippe Laurençon. Ensemble, ils ont sillonné la Creuse et ont cherché des lieux emblématiques ou inconnus qui pourraient être le cadre idéal. Idéal pour faire jaillir des corps et composer des paysages dans le paysage. Il y a cette femme, en robe rouge, faisant corps avec la forêt, cet arbre habité, ou encore cet homme semblant défier la gravité. Fanny Soriano est fascinée par les paysages qui sont omniprésents dans presque tous ses spectacles. Elle souhaitait travailler in situ, venir perturber le réel et amener son univers, explique le photographe. Pour réaliser cette série, il a durant 2 jours accompagné l'artiste et 7 de ses acrobates danseurs un peu partout, à Aubusson, sur le plateau de Millevaches, sur l'île de Vassivière. À la compagnie Libertivore, le choix des compositions et l'art de la perturbation. À Philippe Laurençon, celui du cadre, de la lumière, des couleurs. Collines verdoyantes, rivières intrépides, hautes futées, arbres totémiques, chemins perdus, ce peuple d'étranges créatures. Des échappées oniriques et sensibles pour une plongée dans le merveilleux de la nature. On peut être à la fois rural et chic. La preuve avec le château Smith-Olafite en Gironde, où les propriétaires ont fait installer des œuvres monumentales dans leurs vignes. On a choisi, oui, d'avoir des œuvres d'art au cœur du vignoble. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle qui est venue récemment, puisque la première œuvre d'art, qui est ce lièvre un peu iconique de Barry Flanagan, il est venu ici en 1999. On a, au fil de nos 33 ans, on a à peu près une bonne vingtaine d'œuvres d'art qui sont des marqueurs un peu de leurs époques. On essaye toujours d'avoir des œuvres monumentales parce que dans un vignoble de 80 hectares comme Smith-Olafite d'un seul tenant, il faut que ça sorte, il faut que ça se voie. Chaque sculpture a une histoire. Moi, j'aime qu'il y ait quand même un peu d'esthétique, qu'il y ait aussi un petit peu de provocation peut-être, mais pas gratuite. Et qu'en même temps, ça nous séduise et que ça nous interpelle. C'est comme un petit musée au grand air. Et là, vraiment, au fil des ans, les gens ont commencé à s'intéresser, à nous poser des questions. C'est amusant parce que parfois, ce sont de grands collectionneurs répertoriés. Et parfois, ce sont des gens qui n'y connaissent rien du tout. Moi, j'aime bien parce que ça veut dire qu'il y a une espèce d'adhésion spontanée. Et finalement, c'est pas la peine d'avoir passé des heures dans les musées pour sentir une connexion avec tout ça. C'est depuis Thalès, dans les Landes, que Christophe Doucet imagine ses sculptures monumentales. Un artiste profondément enraciné qui expose dans les grandes institutions et galeries, en France comme à l'étranger. Je crois que j'étais attiré par la sculpture, surtout dans son dimension volume. Moi, j'aime bien le rapport au corps, quoi, la dimension. C'est-à-dire quand on est sur un énorme bout de bois, on a une sorte d'émotion physique. On sent la puissance du matériau, c'est ça qui me plaît, c'est ce que j'essaye de sentir et de donner à voir.
Ça va dépendre beaucoup des infractuosités du bois, de ce qu'il a, de ce qu'il recèle, de l'idée que j'en ai derrière. Mais oui, forcément, au début, ça commence avec la tronçonneuse. Trac, trac. Et trac, trac. Après la tronçonneuse, il y a un outil que j'affectionne particulièrement, c'est la hache. Avec la hache, on arrive à faire naître des formes et une surface que je trouve très intéressante, parce qu'elle respecte cette vivacité du bois. Je collectionne aussi les haches, à vrai dire. Et voilà. Souvent, quand je travaille, je me sers de ces nœuds. Vous voyez, ce nœud, c'est comme s'il y avait la naissance d'un museau ou de quelque chose. Tout se passe comme si l'animal existait déjà dans le bois, comme la forme était déjà présente dans le matériau. C'est là où je laisse reposer pour voir la bête qui naît. Il y a l'idée, une sorte de vache, là. Là, je ne sais pas encore. Mais en fait, les cornes vont être uniques. Je suis même surpris par certaines de mes sculptures. C'est curieux, mais ça me dépasse un peu, j'aimerais dire. Parce que certains amis me disent, mais c'est bizarre parce que tu es un grand amateur d'art conceptuel et d'art minimal et pourtant tu fais quelque chose qui est totalement à l'opposé. Ben oui. Mais je ne sais pas l'expliquer. Et je travaille peut-être pour découvrir ça. Pourquoi les animaux? Quand je mets un masque, je suis un homme et je me recouvre d'un animal, donc je deviens animal. Et ce masque est en bois, donc je deviens aussi végétal. C'est une façon, peut-être, le masque de repénétrer à l'intérieur du règne animal. Un des derniers dont je suis assez fier, c'est celui-là, c'est un masque Bakongo. Alors c'est le masque oreille, c'est celui qui a des grandes oreilles et qui écoute. Celui-là, il est plus drôle, c'est un masque castor. Alors il se mord la queue, parce que le castor, souvent, est représenté chez les Amérindiens en train de se manger la queue. Il a la queue comme ça qu'il a entre les dents. Ça, c'est un des derniers. Tu vas voir, petit lapin, tu vas aller voir la capitale. Ça va être bien. J'ai toujours eu ce rapport à la campagne fort. Et donc, m'installer en ville sous prétexte de faire une carrière artistique, j'avoue que ça ne m'intéressait pas. Petit lapin, ne viens pas à Paris. Donc, c'était plus vraiment une envie de rester dans les Landes. C'est chez moi. Quand j'étais gamin, je voulais être cosmonaute. Je n'ai pas pu être cosmonaute, mais je voulais quand même aller dans les étoiles. Donc il y avait un rapport comme ça à l'au-delà, cette vision du ciel, cette vision de l'immensité. Et je pense que l'art, c'est un moyen d'y accéder. Pas par la fusée, mais par les sens. Il y a des lieux qui dégagent quelque chose. Difficile de savoir quoi exactement. Pourtant, en y entrant, on sent qu'ils sont chargés en énergie. Comme si les murs avaient capté une parcelle de l'aura de celles et ceux qui les ont fréquentés. Si vous fermez les yeux et ouvrez vos oreilles, avec un peu de chance, ils vous raconteront leur histoire. L'Abigail, c'est un lieu culturel, un bar associatif qui se trouve ici à Marennes, et c'est devenu, pour le coup, une bande dessinée. L'idée, c'était d'inscrire aussi la BD de l'Abigail dans cette mouvance de BD documentaire, de reportage, où on est dans du noir et blanc, dans du la vie. Je voulais vraiment qu'on prenne le temps d'aller rencontrer les gens, de voir pourquoi ça a émergé, d'où c'est parti, et quelles étaient les différentes péripéties. Chaque interlocuteur qu'on a en face de nous va nous apporter une pièce du puzzle. On est dans un territoire qui, l'été, est très dynamique et où l'hiver, par contre, il y a une mise en sommeil comme ça. Et l'Abigail est née de là, de cette envie de justement faire venir la culture ici, faire bouger les choses l'hiver. L'Abigail, c'est à la fois, ici dans le patois, c'est une espèce de nuée de moustiques. C'est aussi les pièces de monnaie, la mitraille. C'est l'idée de plein de petites choses en fait qui, indépendamment, sont inoffensives. Par contre, quand on regroupe tout ça, ça a un poids et ça a de l'importance. Quand des marionnettes géantes déboulent dans les campagnes de Nouvelle-Aquitaine, elles ne passent pas inaperçues. Rencontre en Haute-Lande avec Plume, sa cabane, ses oiseaux et ses rêves,
en compagnie de la foule des grands jours, entre poésie et combat héroïque. On a été interpellé par la compagnie Homme Debout pour voir si on pouvait accueillir un spectacle qui se joue essentiellement en milieu urbain. Et le premier défi, ça a été de se dire, ces spectacles-là aussi ont le droit d'être vus et joués en milieu rural. Merci de nous aider pour ce spectacle qui ne pourrait pas se faire sans vous. On s'appelle donc la compagnie L'Homme Debout. On fait ce spectacle donc, qui va se dérouler sur 24 heures, qui raconte l'histoire de Plume, qui est une petite fille d'une dizaine d'années. Ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a une cabane et que sa cabane, c'est son monde à elle, c'est tout pour elle. Notre truc, c'est qu'on construit des marionnettes géantes et que ces marionnettes racontent des histoires. On aime bien faire des choses avec les gens des territoires sur lesquels on s'installe. Comment faire pour à la fois avoir un projet participatif où les gens s'épanouissent dans ce projet-là et en même temps où nous, on a un cadre artistique solide, exigeant. On a rencontré des gens qui ont des cabanes dans 5 territoires de la Nouvelle-Aquitaine. C'est 5 endroits où des gens ont construit la marionnette. Ici, elle a été construite à Mousteil. Bienvenue sur le chantier participatif de la marionnette géante à Mousteil. Moi, je suis François. Je fais partie de la compagnie de L'Homme Debout. Puis, si vous êtes d'accord, moi, je vous montre comment on fait nos géants. Donc, c'est avec de l'osier. Vous viendrez écraser. Comme ça, ça ramollit la fibre. Là. Et puis après, on pourra couper avant. Hein. La compagnie, là, le fait qu'il passe de résidence en résidence entre les communes, ça permet de commencer un fil d'histoire du spectacle et un fil social aussi entre les gens qui vont participer. Là, ils sont en train de construire un bout de marionnette qui a déjà été construit à un autre endroit. Raconter ça aux gens qui sont ici, se dire « Ah oui, on est vraiment sur un grand projet à une grande échelle ». Je pense que ça interroge et au fur et à mesure, ça fera histoire. Pas mal, mais je sens que comme c'est le spectacle, on est un petit peu distrait, il y a du monde autour, les enfants qui rigolent. Je vous rappelle que on va jouer et il y aura du public tout autour de nous. Cette semaine, je travaille avec les enfants de 2 écoles. On interprète les oiseaux qui vivent dans la cabane de Plume. On se rassemble un petit peu. Qui fait bouger Plume et Nawal? Je dirais qu'il y a 2 parties, il y a de la pratique et de la transmission. Les enfants, je les prépare en faisant tout un tas de jeux, d'exercices pour pratiquer comment on se met dans un personnage, etc. Puis après, on passe au dur de la partition. Et la musique peut commencer. Alors, donner vie à un être fait d'osier et de métal qu'on a construit ensemble, c'est une grande aventure. Quand ça fonctionne, c'est très, très émouvant pour nous de donner vie collectivement à cet enfant. Cédric, les enfants, Nawal ne peut pas passer. Regarde, voilà. On joue habituellement plutôt en ville, et là, on est vraiment complètement à la campagne. Ça demande à adapter des choses, ou alors plutôt à prendre des risques qu'on ne prend pas en ville. Alors ça, c'est un des principes des arts de la rue, quoi. C'est quand même faire avec son environnement. Voilà,
les résurgences s'arrêtent là et les enfants, quand vous voulez, Adèle. Ce qui est exceptionnel dans ce type de projet pour un territoire, on va dire, rural, c'est l'ambition artistique. On n'a pas forcément l'habitude et les codes d'accueillir ces grosses formules-là. Mais là, on joue à l'échelle de 2 villages, on joue en espace public. Ces costumes, c'est des résurgences du spectacle qui se sont baladés dans tout le territoire là, cette semaine, qui ont apparu sur des marchés, qui ont apparu dans des écoles et qui, depuis hier, participent au spectacle. C'est un peu le lien entre les enfants et les oiseaux et plumes. Alors ça, c'est une cabane à laquelle on est attaché parce que c'est notre cabane de territoire. On a commencé par ça au tout début du projet. Donc il y a 3 ans, on a imaginé une cabane et on l'a construite avec la compagnie Homme Debout. Et cette cabane, ça reprend le principe, la coutume du mets, de la maillade. Donc c'est un grand pain décoré. Et on l'a fait circuler depuis 3 ans de village en village pour arriver jusqu'à aujourd'hui à Broca. C'est vraiment la cabane de notre territoire. Ouvre, ouvre, lève, lève, jette, jette et on ébouriffe. Allez, marche, marche, saute. Ça va, c'est assez rapide là ? On a des ateliers derrière moi de costumes où on prépare des coiffes oiseaux avec des becs oiseaux et des bâtons fétiches pour aller accompagner Plume à sauver sa cabane. On est toujours dans cette démarche d'associer les gens aux créations, que ça fasse histoire, que ça fasse des liens. Et c'est quand même super quand on voit la participation des habitants et des enfants. Si on le ramène à l'échelle d'une grande ville, ça serait monstrueux. Donc on n'a vraiment pas du tout à rougir. On peut être très fier du pourcentage de participation des habitants. Donc on se dit qu'à 50, ça démarre, ça vous va ? Comme ça, nous, on avait un peu de retard, on rattrape le retard. Je sens beaucoup d'étonnement de la part des gens, c'est-à-dire que c'était fou que ça soit ici, quoi. Nous sommes des dizaines, des centaines, nous sommes des milliers. Marchons, dansons pour défendre la cabane à plumes. L'accueil qu'on a de la part de tout le monde, c'est un accueil hyper chaleureux. Et du coup, on sent que c'est un vrai événement. Ça permet du coup d'ancrer réellement un spectacle dans un lieu. C'est spécial, quoi. C'est un spectacle qui se déroule en 3 temps forts et le dernier s'appelle Le Combat. Dans le prochain numéro de Chant Libre, focus sur le festival d'art lyrique Libre-Cours en Gironde. Vue sur le monde sauvage de Nathalie Geoffrey de Calbiac. Rural chic avec le cabinet de curiosité du château de Waron. Rencontre dans sa cabane au fond du jardin de l'auteure Nathalie Bernard. Dans la rubrique Lue, des orties et des hommes ou l'enfance paysanne de Laura Pigani. Quand les artistes entrent dans la danse à la scène nationale d'Aubusson. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.